Vous êtes demandeur d'asile. Vous venez de vous faire enregistrer au guichet unique pour demandeurs d'asile. Et à l'issue de cet entretien-là, à l'issue de ce rendez-vous, l'ASPADA, la préfecture vous a remis un dossier de demande d'asile. Et dans ce dossier de demande d'asile, il vous est demandé de rédiger votre histoire de vie, votre récit de vie. Donc, ce récit de vie, vous vous posez plein de questions, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois mettre dans ce récit de vie? Quels sont les éléments que compose un récit de vie? Est-ce que dans le récit de vie, je vais devoir raconter toute ma vie? Qu'est-ce que l'officier, qu'est-ce que l'OFPRA attend de moi dans ce dossier? Au-delà du dossier, aujourd'hui, je ne vais me focaliser que sur l'histoire de vie. Les 2 pages, vous savez, dans votre dossier, vous avez 2 dernières pages où vous devriez renseigner votre histoire, les éléments qui vous ont poussé à partir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez des éléments qui vous permettront de bien rédiger cette vidéo. De la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci je veux partager avec vous des éléments sur l'histoire de vie. Oui, le récit de vie, le fameux document qu'il faut compléter avec des raisons qui vous ont poussé à partir. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo avant tout parce que, bon, je vais raconter un point très rapide. Je suis sollicitée, je suis formatrice occasionnelle dans une école de formation, donc l'école d'assistance de service social. Donc cette année, donc en septembre, j'ai été sollicitée par cette école-là pour présenter 2 modules. Donc un sur les méthodes participatives par objectif, ce qu'on appelle les MPPO, et un deuxième sur l'histoire de vie. Et quand je préparais mon cours, donc c'était pour des étudiants de deuxième année, donc, parce que j'interviens en première année sur le numérique en travail social, sur les dispositifs d'accueil sur le territoire, dispositifs d'accueil pour demandeurs d'asile et autres. Et en 3e année, je vais intervenir bientôt en avril sur l'histoire de l'immigration. Et pendant que je préparais mon cours sur l'histoire de vie, je me suis dit, mais tiens Mariette, j'ai regardé les vidéos que j'ai déjà postées sur le dossier de demande d'asile. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait de vidéo pour vous présenter ce qu'est l'histoire de vie. Donc, l'histoire de vie, ce n'est pas un exercice simple à faire. Vous savez, quand il faut rédiger son histoire de vie, il y a des questions qui viennent parce qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais mettre dans ce dossier de récit de vie? Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que je ne peux pas raconter? Une histoire de vie, elle peut porter sur tout et n'importe quoi. Sachez déjà qu'il est impossible de rédiger l'histoire de sa vie en peu de... parce que ce qui est demandé par l'OFPRA, c'est de le rédiger sur 2 pages. Et ce que je me rends compte que quand je reçois des personnes pour les aider à rédiger leur histoire de vie, elles arrivent avec 4, 5, 6, 7, 8 pages d'histoire. Et je me suis souvent dit, mais 8 pages d'histoire de vie parce que les personnes veulent tout raconter. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo et dans cette vidéo, on va parler histoire de vie. C'est quoi une histoire? C'est quoi quand je suis convoquée? Je suis demandeur d'asile. Je viens de recevoir le dossier de demande d'asile et je m'apprête à le compléter. Et sur les 2 dernières pages, j'ai mon histoire à raconter, j'ai mon histoire à présenter. Donc, j'ai souvent des personnes, quand elles arrivent en dossier OFPRA, quand je leur donne rendez-vous pour rédiger leur histoire de vie, elles me ramènent des histoires faites. Donc, elles me disent, Mariette, j'ai déjà écrit mon histoire et la voilà. Et je me rends compte que dans cette histoire-là, généralement, elles se sont fait aider. Oui, parce que dans l'histoire de vie, quand il faut rédiger une histoire de vie, il faut au préalable maîtriser ce qu'on appelle l'écriture. Or, tout le monde ne peut pas écrire. Tout le monde n'a pas des facultés, n'a pas des facilités, des capacités d'écriture. Donc, c'est pourquoi elles vont demander de l'aide, elles vont se rapprocher de la communauté, des amis, des collègues, des potes et demander de se faire aider. Sauf que quand des personnes, quand elles arrivent avec une histoire déjà écrite, généralement, elles ont du mal à s'approprier cette histoire-là parce que celui qui les a aidés à écrire l'histoire l'a écrit avec ses propres mots, l'a écrit avec sa propre sensibilité et les personnes ne se retrouvent pas dans ces histoires-là.
Donc, je vais déjà, dans un premier temps, vous sensibiliser. Quand si aujourd'hui, vous êtes dans ce cas de figure, vous avez envie, vous devriez transmettre votre histoire de vie à l'officier et que vous voulez vous faire aider, demandez à ce que à avoir un entretien avec la personne qui va vous aider à écrire une histoire, votre histoire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un va chez lui faire une histoire tout seul et revient vous donner en vous disant voilà votre histoire, le problème, c'est que des fois, vous ne vous y retrouvez pas dans cette histoire-là. C'est pourquoi il faut prendre un rendez-vous en tête-à-tête si vous ne maîtrisez pas l'écriture. Parce que voilà, vous n'avez pas été scolarisé dans votre pays d'origine. N'hésitez pas à prendre le temps avec la personne qui souhaite vous aider pour lui narrer, pour lui raconter ce que vous souhaitez mettre dans ce dossier de récit de vie. Plus vous le ferez, ce serait après plus simple pour vous de pouvoir le défendre. Je vais donner un exemple. J'ai fait l'histoire d'une dame qui, donc elle m'a ramené une histoire et dans cette histoire-là, elle présentait en gros les raisons pour lesquelles elle est partie. Parce que quand vous rédigez une histoire de vie, le contenu, ce que vous devriez mettre dans une histoire de vie, avant tout, c'est les raisons principales, les motifs, le motif pour lequel vous êtes parti. Dans un récit de vie, dans une histoire de vie, en demande d'asile, parce qu'une histoire de vie, on peut l'écrire sur tous les domaines. Je prends le domaine de l'emploi. Si demain, je suis appelée à rencontrer un recruteur à qui j'ai transmis mon CV ou ma lettre de motivation, on est bien d'accord que ce que je dois raconter comme histoire de vie ne va concerner que ma vie professionnelle. Je ne vais pas aller présenter des éléments sur ma vie familiale, sur ma vie, je ne sais pas moi, ma vie avant ma vie pendant mes années au primaire, pendant mes années au secondaire. Non, ce que je vais présenter aux recruteurs pendant mon entretien, ça va être les éléments concernant ma vie professionnelle. Donc, ce qu'il faut comprendre avant tout, quand on rédige un dossier, quand on raconte son histoire, quand on écrit son histoire de vie, c'est la pertinence des éléments à présenter à son interlocuteur. Donc, sachez qu'il y a une forme de pertinence il faut être pertinent dans les éléments qu'on choisit. Pourquoi? Parce que votre récit de vie ne concerne pas votre vie professionnelle. Donc, moi, quand je disais tantôt, quand je prenais l'exemple dans le récit de vie, imaginons je vais rencontrer un recruteur où je m'apprête à préparer des concours, je vais devoir présenter un dossier sur ma vie professionnelle, ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est normal parce que le recruteur ou alors le concours ou alors voilà, les jurys, les membres du jury, ils ont besoin de comprendre en quoi moi, Mariette, je suis pertinente sur le poste, je suis pertinente sur ce concours-là ou alors j'ai des capacités pour pouvoir tenir dans une formation ou sur ce concours. Ça, c'est ce qui est attendu. Mais dites-vous que quand vous déposez un dossier de demande d'asile et que vous souhaitez être protégé, ça vient quand même avec une persécution, un danger et un désir de protection. C'est-à-dire que vous allez aller dans votre vie, vous n'allez sélectionner que des éléments qui sont en lien avec votre persécution, avec les motifs de votre départ de votre pays d'origine. Il y a une question qu'il faut se poser. Quand vous êtes sur le point de rédiger votre histoire de vie, la principale question que vous devriez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à partir de chez moi? Quelles sont les raisons? Quels sont les motifs qui me poussent, moi, Mariette, à tout quitter pour demander l'asile, pour m'exiler et arriver en France? Vous n'avez pas besoin de revenir sur des éléments concernant votre vie professionnelle. Si, en une phrase, ça suffit. Parce que dans le dossier, l'idée, c'est de vous présenter. Comment se structure un dossier d'histoire de vie, un récit, une histoire de vie? Comment je structure la présentation? Dans un premier temps, il faudrait que vous rameniez des éléments concernant vous, votre présentation. Qui êtes-vous? Qui suis-je, Mariette? Donc, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre origine, votre nationalité, votre ethnie, si vous en avez. Rapidement, vous devriez également parler de votre situation familiale, composition familiale, si vous êtes marié. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que si vous êtes marié, le nom de votre conjoint, le nom de vos enfants? Vous devriez également mettre en avant ce que vous faisiez avant de quitter le pays.
rapidement. Dites-vous que dans une histoire de vie telle qu'elle est demandée par l'officier, il faut que cette histoire de vie tienne sur 2 pages. Donc, vous êtes bien d'accord que si vous devriez présenter un pan de votre vie, des éléments de votre vie sur 2 pages, il faut être succinct, il faut être résumé, il faut vraiment condenser, il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas raconter des éléments qui ne sont pas importants. Donc, moi, le conseil que je donne quand les personnes me demandent, Mariette, je vais faire mon histoire de vie, quels sont les éléments que je dois mettre dans le dossier? Je vous ai dit de sélectionner dans l'histoire de vie concernant la demande d'asile, des éléments pertinents au regard des persécutions, au regard du danger, au regard des raisons, des motifs qui vous ont poussé à partir de chez vous. Ce n'est pas la peine de présenter dans votre histoire de vie le temps qu'il faisait quand vous êtes parti, la saison. Non, ce qui va être important, c'est d'aller à l'essentiel. Une présentation succincte de qui vous êtes. Ensuite, la persécution, c'est-à-dire que quels sont les éléments qui vous ont poussé à devoir tout quitter. Et il y a une autre chose. Généralement, quand on parle des éléments de persécution, il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, Mariette, j'ai subi une série de situations complexes et c'est l'ensemble de ces séries-là qui m'ont poussé à vouloir tout quitter. Donc, dans ce cas de figure-là, il faudrait présenter, sélectionner, parce qu'en 2 pages, il est presque complexe de devoir tout présenter. Vous pouvez stratégiquement sélectionner 2 ou maxi 3 éléments que vous allez mettre en avant. Donc, je m'appelle Mariette, je vais vous donner un exemple de récit. Donc, je m'appelle Mariette Sylvia Sidieux, je suis née à tel endroit, je suis de nationalité telle, je suis issue d'une famille de tel nombre de frères et sœurs, mes parents sont à tel endroit, mes enfants et blabla. Donc, là, c'est la première partie. Ensuite, voici mon histoire. Dans mon histoire, donc, j'appartiens, dans l'histoire, imaginons que vous êtes parti pour des raisons politiques, donc j'appartiens à un parti politique qui défend telles idées, point. Une fois que vous avez présenté le parti politique, vous allez présenter votre place dans le parti. Quel est le rôle que vous occupiez? Quel est le poste que vous occupiez dans ce parti-là? Une fois que vous avez présenté le parti, rapidement, vous n'avez pas besoin de présenter la genèse du parti politique parce que ça ne sert pas. Tout à l'heure, je vous parlais de la pertinence des éléments que vous sélectionnez pour faire rentrer dans votre histoire. Donc, vous allez présenter le parti, les membres du parti, vous dans le parti, quel était votre rôle et à partir de quel moment vous avez été mise en danger ou alors le parti a commencé à être un frein, un obstacle ou alors un élément de persécution. À quel moment vous allez le présenter? Et n'oubliez pas que dans votre histoire de vie, vous devriez également pouvoir mettre en lumière comment la persécution s'est sévie. En fait, comment vous l'avez vécu. Imaginons, vous allez me dire, oui, j'ai été agressée, j'ai été emprisonnée, j'ai vécu, voilà. Il faut que vous mettiez également les persécuteurs. Qui vous a persécuté? Qui sont les personnes qui s'en prennent à vous? Et pourquoi ils s'en prennent à vous? Et qu'est-ce que vous allez risquer en cas de retour chez vous? Donc, je mets en avant, je me présente. Je présente les raisons qui m'ont poussé à partir. Je présente le contexte dans lequel j'ai subi ces menaces, ces persécutions, ou alors les craintes que j'avais, ou alors les persécutions que j'aurais pu subir si je n'étais pas partie plus tôt. Donc vraiment, dans l'histoire de vie, il faut aller à l'essentiel. Dans une histoire de vie, on ne rabâche pas, on ne raconte pas le temps qu'il fait, la saison et tout, parce que ça vous prend du temps et en plus, vous aurez un moment en entretien avec l'officier où vous pourriez revenir sur certains détails. Un deuxième point sur une histoire de vie, vous pouvez vous tromper sur des dates. J'ai souvent des personnes qui me disent « Ah, je me suis trompée sur certaines dates » et elles sont paniquées parce qu'elles se disent « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» On est humain. Vous êtes humain. Donc, si vous arrive, quand vous avez rédigé votre histoire de vie, vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs, vous vous êtes trompé sur une date, vous vous êtes trompé sur un événement, c'est possible et ce n'est pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est-à-dire que vous vous trompez, vous auriez l'occasion de rencontrer l'officier pour rectifier parce que l'entretien, ça sert à ça. Oui, je ferai
une autre vidéo où je viendrai reprendre les bases de l'entretien. Donc aujourd'hui, ce n'est que sur le récit de vie. Donc dans votre récit de vie, si vous vous rendez compte que quand vous l'avez écrit, vous vous êtes trompé sur une date, vous vous êtes trompé sur certains éléments que vous avez présentés, n'hésitez pas à le faire savoir lors de votre entretien. Quand vous serez auditionné, quand vous allez rencontrer l'officier de protection, vous allez pouvoir mettre en avant ce qui c'est l'élément que vous souhaitez rectifier dans votre histoire. Le troisième point que je vais aborder rapidement, c'est l'idée que vous avez parfois de dire, mais voilà, il y a telle histoire, j'ai un ami qui m'a écrit mon histoire et tout. C'est si vous avez la facilité, si vous avez la capacité d'écrire vous-même votre histoire, moi je conseille aux personnes de le faire par soi-même. Pourquoi? Parce que quand une personne écrit, elle écrit avec ses propres mots. Elle écrit avec sa propre sensibilité et surtout, elle écrit avec les éléments. Parce que si vous voulez, quand vous racontez, dans l'histoire de vie, quand on parle de l'histoire de vie, c'est-à-dire c'est un moment où on se raconte. C'est un moment où on va narrer un pan de sa vie et on va le partager avec quelqu'un. Et quand vous narrez, vous racontez votre pan de vie, vous allez voir qu'il y a certains éléments sur lesquels vous souhaitez appuyer parce que ça se trouve, c'est des éléments qui vous ont fait beaucoup souffrir, où vous avez eu du mal à vous relever et vous allez vouloir insister là-dessus. Quand vous demandez de l'aide à quelqu'un pour écrire votre histoire de vie, la personne va également l'écrire avec sa propre perception de votre histoire, qui n'est pas la sienne. Donc, si vous maîtrisez l'écriture, je vous conseille de le faire par vous-même. Par contre, si vous vous faites aider par quelqu'un, n'hésitez pas à demander à la personne de prendre un temps pour relire avec vous l'entièreté du dossier. C'est-à-dire que votre histoire de vie, vous ne le transmettez pas tant que vous n'avez pas pris le temps de comprendre, de savoir ce qui est noté dans ce dossier-là. Ce que la personne a mis sur feuille. Parce que une fois que vous serez à l'OFPRA, quand l'officier vous posera des questions, ce sera votre histoire. Donc, ce sera à vous de défendre tout ce qui a été mis sur l'histoire. Une autre chose, une histoire telle qu'elle est transmise, votre histoire ne compte que pour en pourcentage 20%. Ne pensez pas que l'histoire compte pour 50%. Parce que des fois, j'ai des gens qui misent, qui mettent toute leur énergie sur leur histoire, soit disant que oui, mais oui, non. L'histoire, elle compte pour 20%. Le 80%, ce sera à l'entretien. Ce sera lors de l'entretien avec l'officier que vous allez jouer les 80% les derniers 80% de votre histoire de vie. Donc, même si vous ramenez une histoire qui est cohérente, qui est belle et tout, dites-vous que vous n'avez joué que 80% de la partie. Il reste 20% de la partie, il vous reste 80% où vous devriez défendre l'histoire que vous avez transmise. Donc, si vous vous faites aider par un professionnel, par un traducteur, par un membre de votre famille, prenez le temps avec cette personne-là de relire phrase après phrase tout ce qui a été mis dans l'histoire. Tout à l'heure, je disais que j'ai une dame qui a fait une histoire de vie. Elle disait dans cette histoire-là qu'elle appartenait à un parti politique et qu'elle avait quitté son pays parce qu'elle était en danger eu regard à ce parti-là dont elle défendait les idéologies, les idées. Ce qui se passe, c'est que à la préparation de l'entretien, quand j'échange avec cette personne-là, je me rends compte que c'est une personne qui ne maîtrise pas les partis, elle ne maîtrise pas la politique. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis dans ce dossier-là ne lui appartient pas, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un l'a aidé à écrire avec une histoire, mais les histoires telles que l'histoire est présentée, elle ne connaît pas les partis politiques. C'est une personne qui a été scolarisée, mais très vite, elle a eu un niveau, je crois, primaire. Et ce niveau primaire, elle ne connaît pas ce qui se joue dans un parti, les adhérents et tout. Et quand je posais des questions, je me rendais compte que l'histoire, en fait, elle avait été aidée, mais que cette histoire-là ne lui correspondait pas parce que ce n'est pas exactement ce qu'elle avait envie de mettre en avant dans son histoire. Donc, attention. Si vous vous faites aider dans votre histoire, si quelqu'un décide de vous aider à écrire une histoire, si quelqu'un vous aide à vous donner des idées par rapport à l'histoire, parce que oui, quand on veut présenter son histoire de vie, c'est clair que ce n'est pas clair dans la tête. C'est pourquoi, comme moi je vous disais tantôt en début de vidéo, que moi j'interviens auprès des étudiants. Donc j'interviens
auprès des étudiants en tant que formatrice. Et ce que je reprends tout le temps avec les étudiants, c'est la complexité de l'histoire de vie. Une histoire de vie, aider quelqu'un à rédiger son histoire de vie n'a rien de simple parce que on demande à la personne de s'ouvrir, on demande à la personne de nous présenter des éléments personnels. C'est assez intrusif hein, de rentrer dans l'histoire de quelqu'un, de demander à quelqu'un de se raconter, parce que certains points de la vie, on a envie de les garder secrets, on a envie de les garder privés, et on n'a pas envie de partager ces éléments avec certaines personnes. Donc c'est pourquoi quand on prend le temps de rédiger, donc quand vous prenez le temps de rédiger votre histoire, dites-vous que qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en avant. Vu que je suis en demande d'asile, je dois mettre en avant des éléments de persécution. Je dois mettre en avant des éléments liés aux dangers, aux difficultés, à ce que moi j'ai vécu et qui, malheureusement, me portent préjudice ou alors qui me mettent en danger dans mon pays. Une autre chose, toutes les histoires ne donnent pas droit à une protection. Parce que, j'ai coutume de le dire, hein, la protection en France telle qu'elle est présentée repose sur la Convention de Genève. Et cette Convention de Genève-là liste les craintes qui donnent droit à une protection. Aujourd'hui, il existe ce que la France a nommé depuis 2003 la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, c'est pour des personnes finalement qui ne vont pas rentrer dans les critères de protection tels présentés par la Convention de Genève de 58, mais qui ont des réelles persécutions, qui ont des réelles raisons, de se retrouver en danger dans leur pays. C'est-à-dire qu'elles, si aujourd'hui elles retournent dans leur pays, elles auront des problèmes. C'est pourquoi elles doivent être protégées. Donc, quand vous êtes sur le point de rédiger votre histoire de vie, il y a la question de est-ce que mon histoire de vie, telle que je vais la présenter, me donnera droit à une protection? Est-ce que les raisons, est-ce que les motifs pour lesquels je suis partie de chez moi sont des motifs qui sont, acceptés, qui sont recevables eu égard à la Convention de Genève, parce que c'est la Convention de Genève qui encadre la protection. J'espère que cette vidéo, je pense que je vais refaire une vidéo où je viendrai avec un exemple de dossier et avec ce qu'il faudrait compléter, renseigner, comment renseigner ce dossier-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous apporte des éléments de précision, vous permet un peu de comprendre ce qui vous est attendu, ce qui est attendu ce qui vous est demandé, ce qui est attendu quand on demande de rédiger une histoire de vie. Et n'hésitez pas à m'écrire, à me demander conseil. Voilà, si moi j'ai le temps, je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc d'ici là, prenez soin de vous, j'ai dit, et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.